Donc il vous faut rester dans un environnement de, voilà, à peu près là. Bien. Alors, je suis désolée pour ceux qui sont dans l'autre salle, parce qu'ils ne verront pas les images que je donne. Par exemple, je l'ai déjà dit, mais on vient de me le redemander. Donc, de C5, C6, C5, C6, C7. Voilà. Et le complet. Bon, d'abord, je voulais donc faire une précision avant de continuer, si vous voulez, sur la prise en charge, puisqu'on n'a fait que les plexus et la rééducation, puisque vous allez être rééducateur quand même. Donc il faut savoir analyser les choses, mais après il faut savoir les prendre en charge aussi. Donc, je ne sais pas si je l'ai assez dit, mais voilà, un plexus, on va parler de plexus d'abord. Un plexus, en général, c'est une lésion fermée, par étirement. Bon, c'est sûr que ça peut être aussi une lésion par une injection, par exemple, de produits pour faire une anesthésie loco-régionale. Ça peut être un coup de couteau. Là, c'est une lésion ouverte, d'accord? Mais la plupart du temps, ce que vous verrez, c'est fermé. Très bien. Donc, c'est fermé. Donc, on ne sait pas, d'accord? Que ce soit une lésion par arrachement ou une lésion simplement d'étirement passager, eh ben, vous ne pouvez pas le savoir au départ. Mais vous avez quand même, pour un C5, C6, un C5, C7 et un plexus complet, les deux, les trois, vous avez des signes particuliers, comme il y a le problème du diaphragme, ça c'est pas vous qui le voyez, hein, c'est les équipes qui l'explorent, mais vous-même, pour un C5, C6, un C5, C6, C7 et un clone complet, si vous regardez le dentelé, et si le dentelé est paralysé, c'est un signe de gravité. D'accord ? Donc, si un jour vous avez quelqu'un qui vous est confié par son médecin généraliste, par une équipe, un hôpital périphérique qui n'y connaît pas grand-chose aux lésions nerveuses, et qui dit « Allez chez votre kiné, ça va récupérer », c'est sûr que vous faites votre bilan, vous regardez votre dentelé, et si vous voyez que le dentelé est paralysé, que ce soit pour le complet C5, C6, C5, C6, C7, bon, c'est pas la peine d'attendre 6 mois, hein. Il vaut mieux à ce moment-là prendre un avis chirurgical, ok? Après, il ne va pas l'opérer tout de suite, mais déjà, ils vont faire des explorations complémentaires, comme le myéloscanner, comme regarder le diaphragme, et puis il va être suivi, et comme ça, on ne manquera pas, d'accord? Maintenant, si vous attendez 4 mois, bon, c'est pas dramatique. Les premiers qui récupèrent, normalement, on recherche surtout le biceps. C'est vrai que le deltoïde, il est plus proche, mais des fois, il est un peu en retard. Donc, en principe, le premier qu'on voit récupérer, c'est le biceps quand ça doit récupérer. Et je vous rappelle que ça, je vous l'avais fait en 2e année. Si c'est simplement une lésion de la gaine de myéline, c'est-à-dire une neurapraxie, il faut 21 jours pour que ça commence à récupérer. D'accord? Donc déjà, vous gardez vos 21 jours. Donc si on vous confie un C5, C6, ben, ça dépend qui va vous le confier. Si c'est un X ou Y qui n'est pas spécialiste, il faut faire attention pour ne pas le laisser passer. Si c'est une équipe chirurgicale spécialisée dans les lésions nerveuses, bon, ben, vous faites votre prise en charge. Hein. Pour un C5, C6, ben, c'est l'épaule, c'est le coude, surtout la sup. Et puis, il sera revu régulièrement, ça c'est bon, vous n'avez pas besoin de vous tracasser. Pour un complet, vous avez le double de signes extérieurs qui vont montrer que c'est très grave. Hein, le complet, c'est pareil, le dentelé, il est paralysé, ça veut dire qu'il y a probablement un arrachement radiculaire. Il a un Claude Bernard Horner, je vous rappelle, c'est la pupille qui tombe, c'est la paupière qui tombe, la pupille qui est toute petite et qui se grossit pas à l'ombre, d'accord? Et l'œil qui est un peu enfoncé, ça se voit pas beaucoup. Bon, donc s'il a un dentelé paralysé, un Claude Bernard Horner, ça c'est un signe de gravité, hein, c'est pas la peine d'attendre 6 mois. Il doit avoir un spécialiste, ok? S'il a déjà vu le spécialiste, c'est bon, ça va. Il va être suivi régulièrement, ils décideront ce qu'il faut faire, ok? Ça, c'est pour les plexus. Alors, la demoiselle me demandait comment est un plexus. Ben, un C5, C6. Attendez, pardon. Un C5, C6. Il est comme ça. Il ne bouge pas l'épaule. Il n'a que des rotateurs internes. Donc, il est en rotation interne. D'accord? Le coude, il pend. Et il est en pronation. Comme ça. Donc, tout en dedans. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de supinateur. Mais, ce qui est bête, c'est qu'il a une bonne main qui ne peut pas s'en servir parce qu'il ne peut pas faire ça. Mais ça, si vous voulez, quand vous le prenez en rééducation,
Votre problème, c'est quoi? Eh bien, c'est de travailler son épaule pour pas qu'elle s'enraidisse, c'est de travailler sa flexion du coude pour pas qu'il perde dedans, et travailler sa supination, bien sûr. Voilà. D'accord? Et puis après, vous faites votre suivi, vous voyez si récupère. Si récupère, ben vous modifiez votre programme de rééducation en cours de route. D'accord? Maintenant, pour un plexus, vous ne m'avez pas posé la question, mais pour un plexus, c'est 8T1. C'est 8T1, c'est donc le signe de gravité, bien sûr, c'est un Claude Bernard Horner. Mais je vous ai dit qu'il n'y avait pas de chirurgie nerveuse dans l'état actuel des choses d'urgence, et qu'au contraire, il valait mieux attendre un peu, parce que s'il y a des choses qui récupèrent, après on peut faire du palliatif. D'accord? Ça ne vous empêche pas de demander un avis, hein, aussi en cours de route, hein, de ne pas attendre 1 an, 2 ans pour le faire. Hein. Vous pouvez toujours prendre un avis. Vous savez, enfin, les différentes équipes que je connais, peut-être vous en avez à Marseille, vous en avez à Paris, à Lyon, je ne sais pas, mais certainement il y en a. Et puis, bon, ils ne vont pas sauter dessus tout de suite, hein, d'accord? Ils analysent, ils voient si ça récupère, et puis en fonction d'eux, ils font quelque chose. Mais ils ne laissent pas passer le temps. Ah ben, on démarre par le médic. Il est comment physiquement? C'est 8T1, Comment il est? Comment il est? eh bien, c'est ça. Il n'y a pas de problème. C'est 8T1, je vous rappelle que c'est la main. Donc c'est tous les fléchisseurs, c'est le carré pronateur, mais il reste un pronateur puisqu'il est pensé 6, d'accord? Il a des extensions du poignet parce qu'ils sont pensés 6, il a pas de fléchisseur adducteur, attendez, c'est C7, non. Il a des fléchisseurs du poignet, pardon, d'accord? Il a un fléchisseur adducteur, c'est quand il y a C7 que c'est plus compliqué, mais je n'oublie pas le fléchisseur, d'accord? Parce que je veux que vous reteniez les choses simples. Et puis si jamais vous avez un C8T1 et que vous voyez qu'il y a des choses en plus, eh bien vous direz c'est C7, C8T1. D'accord? Voilà. Comment? Il ne peut pas attendez, il n'a pas de fléchisseur, son poignet il fait ça, mais il fait comme ça, et il peut avoir des effets de ténodèse pour avoir une certaine préhension. D'accord? Je dis une certaine préhension. Ok? Et de toute façon, quand on va faire les TD, si vous avez encore des questions, c'est pour ça que ça existe les TD, d'accord? Et pour vous mettre en situation, vous, d'analyse et voir ce que vous feriez. D'accord? Bon, alors, moi, je préfère d'abord faire la... On va faire d'abord... Non, c'est pas ça. Question. Comment? Pour continuer, vous pouvez faire en C5, C6, C7. Vous pouvez faire la dernière en C5, C6, C7. Comment... C5, C6, C7. Alors, je vous dis, c'est pareil, le cycle de gravité, c'est le dentelé. C5, C6, C7. Je suis en induction, puisque j'ai toujours le grand pectoral et le sternal. J'ai plus le grand dorsal, j'ai plus le scapulaire, j'ai plus tout ça, mais toujours le grand pectoral et le sternal. D'accord? Et c'est 8 bien. Rotation interne. Il me reste mon carré pronateur. Donc, je suis en pronation du dos. Je n'ai pas de supinateur. Au niveau du coude, je peux appuyer. Je ne peux toujours pas étendre, puisqu'il n'y a plus de triceps. D'accord? Et au niveau de la main, donc je serai en adduction. Moi, on m'avait appris c'est le signe du serviteur des anciens, parce que le serviteur des anciens, il se tenait comme ça, le long du pantalon, vous voyez, comme ça. C'était la position de présentation du serviteur des anciens. Donc, c'est une adduction, rotation interne, et puis c'est tout. D'accord? Le coude est en extension, donc il est toujours en extension par la pesanteur. Mais à la main, le problème, il y a le problème de la main, puisque c'est C7, donc à la main, il reste des fléchisseurs, parce qu'il y a des fléchisseurs de pas, mais pas les fléchisseurs à dos, d'accord? Ni de l'automne, qui sont en C7. Et alors le poignet, il n'y a plus d'extenseur à dos, mais il n'y a plus aussi d'extenseur lunaire, puisqu'il est en C7, et surtout, il n'y a plus du tout d'extenseur des doigts, et d'extenseur et de fléchisseurs du pouce. Donc en fait, ma main, elle est comme ça.
comme une paralysie radiale. D'accord? Voilà. Elle est en flexion et un peu inclinaison lunaire, puisqu'il n'y a plus d'inclinaison radiale. Donc mon boulot en tant que rééducateur, si, parce que c'est ça qu'on va voir, qu'on veut voir, d'accord? C'est la rééducation. Ben, il y a l'épaule toujours, il y a la rotation externe, c'est là, elle peut s'arrêter très facilement, d'accord? Surtout pour les temps. Pronation, rotation interne, hein? Donc il y a tout ce qu'il faut pour être comme ça. Ok? Donc il y a l'épaule, il y a bien sûr le coude, hein? Flexion, surtout la flexion, la supination bien sûr, et puis il y a l'extension du poignet, l'extension des MP. Alors on dit qu'il faut faire attention qu'il n'y ait pas une rétraction éventuelle des fléchisseurs. Oui, mais la plus souvent c'est une rétraction des extenseurs. De toute façon, il faut garder la souplesse de tout ce qui ne bouge pas. Qu'est-ce qui ne bouge pas? Le poignet en extension. Qu'est-ce qui ne bouge pas? Les MP en extension. Après les interphalangiennes, il y a les interossolomicaux, donc ça fait ça. Donc c'est les MP. Et puis le pouce, en particulier, les mouvements, ouverture et de propulsion. Parce que même s'il reste entre abducteur et opposant, il va faire que ça. Si peu. Voilà. Que ça. Et ça, vous voyez, ça n'ouvre pas la condition. Il va faire ça. Donc il faut faire attention. En fait, c'est une analyse. Il n'a pas ça. Qu'est-ce que ça risque? Et qu'est-ce que je fais parce que ça risque ça? D'accord? Bon, alors comment je fais? Parce que je ne veux pas démarrer par le haut. Je veux démarrer par le bas. Où est-ce qu'il est? Ah, mais je ne me mets pas au bon endroit. Où est-ce que... Ah, voilà. Non, c'est ça. Voilà. Donc, on va commencer par la paralysie basse du nerf médian. Ça, on l'a vu en cours. Alors, ce qui est intéressant dans ce cas de figure, qui pour vous en rééducation va changer beaucoup de choses, enfin, va changer des choses. Je vous rappelle que pour une paralysie du médian ou au poignet, il n'y a que des intrinsèques qui sont paralysés, et il n'y en a pas beaucoup. C'est le court adducteur, l'opposant, parfois, d'accord? Parfois, et les deux premiers lombricaux, et puis on peut rajouter aussi le court fléchisseur, parce que, mais le court fléchisseur, il ne faut pas oublier qu'il y a un faisceau superficiel, un faisceau profond. Le faisceau profond, il est ulnaire, donc ça ne posera pas de problème. Et surtout, il y a un gros problème sensitif, c'est quasiment toute la main, sauf le petit doigt et le bord ulnaire du carte. D'accord? Bien. Donc, qu'est-ce qu'on risque? Voilà, vous avez un patient qui a un médian au poignet. Vous avez deux cas de figure. Le premier cas, ce patient, il n'a pas d'opposant, son opposant, il est entièrement médian. Oui, entièrement médian. Qu'est-ce qui va se passer? Il va perdre l'antépulsion opposition du pouce. C'est-à-dire, voilà, il ne va pas pouvoir faire ça. Ok? Il va écarter le pouce ici, et puis il va rester ici son pouce. Hein, et après, il va faire ça. D'accord? Ou ça. Et comme ça. Donc, il ne va plus ouvrir sa commission. S'il n'y a pas d'opposant. Et donc, s'il n'y a pas d'opposant, qu'est-ce qu'il risque? Quel est votre problème? C'est la première commission. D'accord? Et cette commission, croyez-moi, une fois qu'elle est raide, et même pour la récupérer, c'est drôlement difficile. Donc, il faut vraiment tout de suite s'occuper de cette commission. Après, le reste, non. Il plie les doigts, il écarte les doigts, il plie les MP. Alors, je ne sais plus qui c'est qui m'a dit que quand il n'y avait pas de... que les interosseaux ne pouvaient pas plier les MP, bon, moi je veux bien théoriquement peut-être, mais dans la pratique, hein, quand vous avez un médian bas, d'accord, un médian au poignet, que vous n'avez pas le premier et le deuxième ombilical, eh bien, il n'y a pas, les MP se fléchissent. Alors, si ce n'est pas les interosseaux qui fléchissent les MP, moi je ne sais pas ce que c'est. Et ce n'est pas les fléchisseurs, parce que quand les fléchisseurs compensent, quand ils compensent, ils font d'abord, excusez-moi, j'ai les doigts qui se coincent de temps en temps, ils font comme ça, et après, ils basculent et ça fait fléchir les MP. Donc là, il fait ça, hein. Voilà. Et il n'y a pas l'ombricot. Voilà. Donc, moi, je m'en fiche. Ce que je sais, c'est qu'il plie l'MP. Donc, il n'y a pas de souci sur les MP. D'accord? Sur le terrain, c'est comme ça. Bien. Donc, deuxième cas de figure. Coup de bol.
l'opposant, il est les deux, il est médian et unaire. Et des fois, il n'est que unaire, mais c'est exceptionnel. Et si il est au moins 3, eh bien, il va faire l'antépulsion en position. Et il va faire tourner le pouce, il va ouvrir la trapèze métacarpienne, et là, eh bien, votre rôle de kiné, ce sera non de tenir tout ça, de muscler cet opposant pour essayer d'améliorer encore sa fonction, d'accord? Mais vous n'avez pas besoin de mettre des appareillages particuliers, puisque de toute façon, il ouvre sa commissure, donc il ne va pas la fermer. D'accord? Donc votre travail de kiné, c'est quoi à ce moment-là? C'est j'optimise mon opposant, je travaille mes compensations, et bien sûr, après, je m'occupe de la sensibilité quand même, j'essaie de faire une petite récupération, je donne des consignes de prudence, j'essaie de faire une petite rééducation de la sensibilité, même si on me dit que c'est les ergots. Honnêtement, je ne vois pas pourquoi les kinés ne le feraient pas aussi. D'accord, c'est simple, c'est pas compliqué, il suffit d'avoir des textures, des machins, d'avoir une boîte. Le malade, il doit aller les reconnaître. Déjà, vous commencez avec votre éducation, d'accord? Et il doit les regarder avec la vue, essayer de voir, de toucher machin, et puis après, sans la vue, il essaie de refaire la même chose. Il y a des tas de trucs d'ergothérapie, des trucs de rééducation de la sensibilité que vous pouvez très bien avoir dans votre cabinet. Hein. Vous installez votre malade, hein, c'est pareil que le plateau canadien. Hein. Voilà. Ah oui, je vous rappelle que l'ombilical du 3, il peut être pris en charge, c'est le 2 et le 3, ou plus ou moins pour le 3. Et pourquoi cet opposant peut faire compenser pour l'ouverture de la commissure, même s'il n'y a pas de courroie abducteur, hein, parce que alors, le courroie abducteur, lui, il est toujours paralysé, toujours. C'est un médian, il est médian. Donc on pourrait dire qu'il n'y a pas d'antépulsion, mais en fait l'opposant, par une association de type parallélogramme des forces, avec le long adducteur qui est présent, peut faire l'antépulsion en position. D'accord? Voilà, en tout cas ça marche. Et j'ai des photos. Non, je ne sais pas ce que c'est ça. Et où est-ce qu'elles sont mes photos dedans? Ah mais c'est celui sans photo. Il n'y a pas de photo sur celui-là? Ben, il va falloir le changer. Bon. Comment on fait ça? Allez, comment on fait? Qui c'est qui peut me l'enlever ça et qu'on prenne un autre truc? Vous les avez, les photos, vous, avec des appareils? Non? Je vous ai pas donné le bon non plus, alors. Bon. Comment je fais pour sortir de ça et pour passer à l'autre? Je ferme? Ouh, les spécialistes de l'informatique, allez, venez m'aider, vous. Moi, j'ai toujours peur de faire des conneries, en fait. Je fais plein de choses. Mais il est dedans. Voilà, ça doit être n'importe. Celui-là, oui. Allez-y. Ça, oui, celui-là, c'est celui-là. Allez-y. Il y a les photos? Non. Si, je pense que si. Voilà. Merci. Ouais. Voilà. Alors, désolé. En fait, je pense que je sais le faire, mais j'ai toujours peur de faire des bêtises. Et des fois, je mets 1 heure pour faire des trucs chez moi. Pourquoi? Parce que j'ai peur d'effacer des trucs, des machins. D'après mes filles, non. Parce qu'ils me demandent s'il faut effacer ou enregistrer et tout ça, mais je ne suis pas encore tout à fait. Bon. Bien. Allez, on va regarder ça. Donc, alors, ça c'est un médian. Vous voyez ici le territoire sensitif palmaire. Ici, vous voyez ce que je vous avais dit, les problèmes de cutané trospique, etc. Donc, vous ne les avez pas, en fait. Je vous ai donné celui où il n'y a pas les photos. Ah bon. D'accord. Donc, la trophicité, vous voyez sur la diapositive de droite, l'index, il n'est pas du tout pareil que l'autre côté. Alors, ici, vous voyez, l'opposant, là, il est paralysé et il n'y a pas ça. Il n'y a pas d'antépulsion en position. Ça, c'est sur L. D'accord? Et maintenant, ici, vous voyez, alors, ce qui est intéressant, non, ne l'inquiétez pas. Alors, ce qui est intéressant, donc on me demande de faire une antépulsion en position. Je fais pire que ça chez moi, alors. Et puis, si je tombe, vous me ramassez. Bon, vous voyez ici, votre court adducteur. Vous voyez, là, c'est gros. Ici, bon, vous voyez un peu la différence entre ça et ça. Il écarte le pouce, d'accord? Mais ici, vous voyez bien qu'il y a un trou. D'accord? Eh bien, il n'a pas de court adducteur, mais il a un opposant. Donc,
ça, c'est pour vous montrer, après on le fera après, le médian haut. D'accord? Donc on dit c'est le signe de l'index tendu, parce qu'il n'y a pas de superficiel et de profond. Mais regardez, moi je veux bien, c'est vrai qu'il est tendu. Et la MP, elle se plie, hein. Elle n'est pas tendue comme ça, hein. D'accord? Et ça, c'est pas triché, hein, c'est un vrai médian. D'ailleurs, vous pouvez le voir à la trophicité de la pupille du doigt. D'accord? Et voici ici l'appréhension. Sur la photo d'avant, c'est pas à cause de la gravité qui plie. Enfin, c'est pas grâce à la gravité qui plie. Sur la première photo verte. Parce que la vie est pliée, mais c'est pas juste la gravité qui fait qu'elle est pliée. Ah non, là, Oui, là, ah non. parce que quand on est comme ça, on est. Et personne d'ailleurs, ne- regardez ici. Elle est pliée. Non, non, c'est pas la gravité. C'est elle plie. C'est l'effet télodèse, non? Ah, tu veux dire avant? Et l'effet ténodèse, il est plutôt sur le profond ici et là, hein, sur les fléchisseurs, longs fléchisseurs. Ah, vous voulez me démontrer que c'est pas les interrogés qui plient la MP. Moi, je m'en fous. Vous faites comme vous voulez. Vous le verrez bien, d'accord? Bon, regardez ici. Il n'a pas de courant adducteur et d'opposant. C'est un médian haut, hein. Il ne plie pas l'IP du pouce. Il ne plie pas là, alors là c'est par effet ténodèse qui plie la PIP, d'accord? Mais il ne plie pas du tout la PIP. Et là c'est par effet ténodèse, il est en extension de poignet, il plie les doigts et il est comme ça. Voilà, il est comme ça. D'accord? Bon après si vous voulez que ce soit par effet ténodèse, moi, ça ne me dérange pas. De toute façon, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'est pas comme ça quand même. Il est comme ça. Bien. Donc là vous avez vu le médian haut. Donc, le médian haut, vous voyez, il plie. Alors, on pourrait dire qu'il ne plie pas les interphalangiennes proximales, puisqu'il n'y a pas de superficiel. Mais quand même, vous avez des profonds, et les profonds, il enroule les doigts. Donc ici, il n'a pas de superficiel et pas de profond. Ben, vous voyez, il a le doigt un peu comme ça, parce que ça tire quand même dessus, mais il ne le plie pas en termes de bilan musculaire. Et là, il a une flexion complète des doigts, parce qu'il y a des profonds. Là, il ne plie pas l'IP du pouce, hein. D'accord? Mais vous remarquez aussi qu'il est comme ça, hein? Parce qu'il n'y a pas de rond phonateur et il n'y a pas de carré phonateur. Mais il pliera le poignet. Sur la photo bleue, il n'y a pas une petite flexion de l'IP. Comment? Sur la photo bleue à gauche, il n'y a pas une petite flexion de l'IP du pouce pour la main qui droite. Oui. Attendez. Mais il peut y avoir une flexion de l'IP du pouce. Je ne vous ai pas dit que c'était un médian haut, celui-là. Ça peut être un médian bas aussi. Là, je vous ai montré cette photo pour l'histoire du contradicteur et de l'opposant. Je ne voulais pas montrer pour une histoire de médian haut. Je vous ai dit, le médian haut, il est là. D'accord? Et là-haut, c'est pour vous illustrer. De ce côté, il n'y a pas de médian. Il n'y a pas de courant adducteur, il n'y a pas d'opposant. De ce côté, il n'y a pas de courant adducteur, mais il y a une opposant. Voilà, c'était ce que je voulais illustrer. Alors l'appareillage. Ben, alors ça c'est pour un médian haut sur ces photos. Donc de toute façon l'appareillage, quand il n'y a pas de courant adducteur et d'opposant, c'est je fais bouger bien sûr ma trapézo et le reste du temps, je fais un appareillage qui est un appareillage de prévention des déformations. Ça s'appelle, ça c'est une C-barre. C'est quoi une C-barre? C'est quelque chose, c'est une attelle en thermomalléable à basse température qui est moulée au niveau de la première commissure comme une selle, d'accord, et qui ouvre la commissure. Donc le but, c'est quoi que vous fassiez comme orthèse, ça doit bien mouler votre commissure et répartir les appuis partout. Je vous rappelle que actuellement, vous avez des matériaux thermomalléables qui vous permettent d'appareiller les patients. Quasiment tout le monde peut le faire. Mais je vais dire, tout le monde n'est pas adéquat à le faire. Parce qu'il doit faire attention à ce qu'il fait. Des fois, c'est terrible ce que vous pouvez voir comme appareillage. Des fois, ça ne sert à rien.
Parce que là, si votre selle, celle-là, elle est très jolie et elle est très bien. Celle-là. Bon, celle-là, elle est pas mal aussi. C'est aussi pour un médian haut, mais c'est pareil pour un médian bas, un médian haut. Hein. Donc ça doit être largement moulé dans la première commissure. N'oubliez pas que ces patients ne sentent pas. Donc il faut faire attention à la peau. Donc c'est toujours qu'il n'y ait pas d'hyperappuie à des endroits, d'accord? Sinon vous allez faire des lésions graves de la peau. Donc c'est important, hein? C'est vrai qu'il faut qu'il y en a peut-être à côté. Donc attention quand vous moulez une orthèse, il faut savoir pourquoi vous la faites, à quoi elle va servir. Il faudra donner au patient un mode d'emploi de son orthèse. Je la porte toute la journée, je la porte 2 heures par jour, je la porte pas la nuit, je la porte la nuit, etc., etc. Vous pouvez en faire une pour la nuit, mais peut-être un peu moins contraignant que celle du jour. D'accord, c'est important ça, parce que les malades, vous leur donnez un truc, si vous leur expliquez pas comment ça se met et à quoi ça sert, le plus souvent ça va dans l'armoire et c'est pas utilisé, parce que c'est gênant, parce que ça fait transpirer, parce que c'est rigide, d'accord? Donc il faut savoir pourquoi on la met et à quoi ça sert, d'accord? Il faut bien l'expliquer, et surtout le mode d'utilisation, d'accord? Et de bien vérifier la peau après, qu'il n'y ait pas des escarres ou des choses comme ça. Donc c'est vrai, hein, c'est facile de faire une orthèse. On le met dans l'eau chaude, c'est tout mou, on le moule, on est content. Mais si vous saviez le nombre que j'ai vu, ou qui servent à rien, ou qui sont nocives, là dernièrement j'en ai eu une avec des rappels d'extension avec des lames. Bon, moi je m'en fiche des lames, hein, c'est des lames ou des élastiques, tout ce que vous voulez. Mais conclusion, il avait les doigts en bâton, comme ça il ne les pliait plus du tout. En passif, il n'arrivait pas du tout à la plier. Il avait un enraidissement complet en extension des intervalgènes proximales et distales. Alors la telle, elle lui plaisait bien, il la mettait tout le temps, il n'y a pas de problème, il la mettait tout le temps. Sauf qu'il a bien enraidi ses doigts en extension. Bon, c'est plus facile à gagner la flexion que l'extension, alors je pense qu'on va pouvoir le gagner. Mais enfin, bon, bref. Et surtout aussi, quand vous faites quelque chose, essayez de sélectionner ce que vous voulez. Parce que quand vous faites une orthèse pour plusieurs choses en même temps, la plupart du temps, elle n'est pas efficace du tout. Donc, en principe, il faut un objectif. Par exemple, j'ai un déficit d'extension des métacarpopharyngènes, des inter et des interpharyngènes proximales distales. Je fais une attelle globale pour tout le monde. C'est une attelle palmaire, oui. Bon, encore celle-là, peut-être. Mais normalement, il vaut mieux sélectionner son mouvement. D'accord? Surtout quand vous mettez des rappels dynamiques d'extension ou de flexion. Parce que ça bascule. Donc la diapositive après de droite, là, c'est de droite, oui. C'est de droite pour vous aussi, oui. Donc c'est pour un médian haut. Donc, et ça, celle-là, ça sera une attelle de prévention pour la trapézo, bien sûr, pour la première commissure. Mais aussi, ça peut être une attelle de fonction, parce que, regardez, on a mis une syndactylie, c'est-à-dire on a attaché le 2 au 3, ce qui fait que le 3, en se pliant, plie le 2, et ça permet aux 2 d'aller sur le pouce, d'accord, et de permettre une pince. Bon, alors c'est très joli théoriquement, je peux vous assurer que c'est pas trop porté par les patients. Voilà, parce que c'est rigide, parce que c'est encombrant, parce que c'est dur, tout ce que vous voulez. Bref. Qu'est-ce qui vient après? Ah. Pourquoi ça fait ça maintenant? Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait quoi? Vous avez appuyé sur l'écran, il est actif. Ah! Si on me le dit pas. Bon, ça je l'ai fait. C'est quoi ça? Bah, c'est d'autres photos aussi, hein. C'est pas les... Qu'est-ce que c'est ça? Bon. Voilà. Donc vous avez ici la pince pour cet index. D'accord? Comme il n'y a pas de correcteur et d'opposant, vous avez ici, bon, c'est la même chose. Je ne sais pas si on vous a pas déjà vu celle-ci. Question? Oui. Le point, il n'est pas énervé par le même... Le 3? Ah, le 3, il peut être le 2, en fait, il n'y a pas de 2. Et il est souvent parce que souvent on utilise le 3 quand on fait de la chirurgie palliative, on attache le 3. Oui, parce que oui, j'ai vu des méthodes comme
hein. Il est médian, il est lunaire, il est les deux. Ce qui est significatif, c'est vrai qu'on n'y voit pas grand-chose. Ce qui est significatif, c'est le premier lombrical et le fléchisseur profond. D'accord? Voilà. Du 2. Le 3, bon. Moi, je l'ai rarement vu atteint en totalité. Hein. Et si vous réfléchissez au corps musculaire du 3, vous savez, il n'est pas séparé du 4. Hein. Ces corps musculaires, hein, les premiers, je veux bien qu'ils soient médians. Et celui du milieu, là, bon, pourquoi il ne serait pas un peu lunaire, il ne déborderait pas un peu dessus. Hein. Est-ce que le 4, du coup, ça peut être aussi une... Jamais. Jamais. Je l'ai jamais vu. Jamais vu médian. Jamais. Par contre, l'opposant, oui. L'opposant, je l'ai vu médian, je l'ai vu. Je pense qu'il était lunaire en totalité aussi, des fois. D'accord? Rarement. Mais je l'ai vu souvent lunaire aussi. L'opposant. D'accord? Et le court fléchisseur, bon, c'est vrai que. Mais il y a toujours le profond. Alors. Voilà. Ça, c'est une très jolie sébarre, hein? D'accord? D'ouverture de la commissure. Elle est très très bien faite. Donc vous voyez, hein, c'est largement mouillé, d'accord? Et il faut que ça remonte bien sur P1, sinon c'est pas efficace. Hein. C'est une selle. C'est une selle. Non, alors on va revenir en arrière. Voilà. Voilà, alors maintenant, paralysie haute du médian. Bon, je l'ai plus ou moins abordé, mais enfin, il faut dire que ça soit... Voilà. Donc, paralysie haute du médian, il n'y a pas de rond pronateur, il n'y a pas de carré pronateur, il n'y a pas de fléchisseur radial du carpe, il n'y a pas de long palmaire. Après, le fléchisseur ulnaire, est ulnaire, donc il est là, d'accord? Après, il n'y a pas de long fléchisseur du pouce, il n'y a pas de fléchisseur superficiel pour tout le monde. Il n'y a pas de fléchisseur profond pour le 2, le 3 c'est plus ou moins. En général, il est toujours le 3. Il n'y a pas de court adducteur. L'opposant, c'est comme pour la paralysie basse, d'accord? Des fois, il est là, des fois, il n'est pas là. Après, il y a le court fléchisseur faisceau superficiel. Et puis, il y a les lombricaux, le premier toujours, le second parfois. Où est-ce que c'est que j'ai mis ça? Vous pouvez me montrer. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Dans le pouce, on a fait le long fléchisseur, il est là-haut. Mais il est paralysé, donc il ne peut pas compenser. Mais là-haut, c'est. Pour la compensation du fléchisseur. Ah oui. Ah oui, vous avez raison, il faut que vous l'enleviez. Vous savez, quand on est dans. Non, mais c'est très bien. Quand on est dans ce tableau, des fois, on laisse passer. D'ailleurs, j'avais prévu plus ou moins de le refaire différemment. Mais il faut que je me courage de taper sur un ordinateur pour le faire. Ah, mais ça, c'est comment qu'il est tapé? C'est pour ça qu'elle me dit quoi. Je suis incapable de faire un tableau comme ça. Hein. Moi, si je le fais, je dirais muscle paralysé dans les autres et je dirais nanana. Après, je dirais des nerfs fonctionnels. Et je me demande d'ailleurs si c'est pas moins compliqué que le faire. Je ne sais pas. Il y en a qui ont trouvé très bien comme ça. Mais je vais essayer l'autre. Donc, je vais faire le fléchisseur. Je peux pas le faire. Non. Alors, je considère, je vous explique, le mont bref, je ne vous le fais pas. Parce que, avant, je le faisais. Maintenant, je ne le fais pas parce que, vu les nombres d'heures qu'on m'a attribués, je n'ai pas le temps de tout faire. D'accord? Mais, j'essaie de vous inculquer une façon d'analyse. D'accord? Voilà. Le membre inférieur est beaucoup moins compliqué que le membre sup. Parce que le membre bref, qu'est-ce que vous avez? Le nerf fémoral devant. Après, derrière, en bas, vous avez les distributions sur le nerf fibulaire et le nerf tibial. D'accord?
qui distribue le nerf fibulaire, c'est tout ce qu'il y a devant, le nerf tibial, c'est tout ce qu'il y a derrière. C'est moins compliqué, hein, il n'y a pas des partages, des trucs comme ça. Et après, c'est vrai que vous avez le tronc sciatique, mais quand vous avez le tronc sciatique derrière la fesse, d'accord, qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste l'obturateur, c'est-à-dire les adducteurs. Il vous reste le fémoral, c'est-à-dire le quadriceps. Et puis voilà. Donc, si vous voulez, pour votre analyse, il y a des choses compliquées, mais je ne vais pas les amener parce que j'ai décidé de vous donner les bases. Et après, si vous voulez vous perfectionner, vous pouvez toujours vous renseigner après. D'accord? Voilà. Donc, en faisant le membre sup, si après, vous avez une lésion au niveau du membre inf, ben vous regardez les territoires de distribution et vous arrivez à vous en sortir. Ok? Et en radiculaire, si vous réfléchissez pourquoi... Au début, je faisais le radiculaire du membre inf. Maintenant, je ne le fais plus. Parce que des plexus lombaires et des plexus sacrés, vous en verrez, je ne sais pas combien j'en ai vu dans ma vie, mais pas beaucoup. Dernièrement, pas mal, parce que les gros traumatismes du bassin, maintenant, on les sort en réanimation. C'est-à-dire, on arrive à ce qui ne meurt pas. Et donc, on se retrouve avec des énormes problèmes neurologiques, comment bref. Mais ça atteint quasiment tout, hein. Ok? Voilà, donc, de toute façon, je ne peux pas tout vous faire. Alors, j'essaie de simplifier les choses et que vous ayez une certaine culture de la neuropériph. C'est ce que j'essaie de faire. D'accord? Bien. Alors, donc pour ce malade-là, c'est plus compliqué parce que alors maintenant j'analyse et je me dis, il n'y a pas de long fléchisseur, donc il ne va pas plier l'IP du pouce. Il n'y a pas de fléchisseur sur les interphalangiennes proximales distales du 2, donc il ne va pas plier l'interphalangienne proximale et distale du 2. La MP, il arrive à la plier. Bon. Sur le pouce, attention, ça sera comme pour le médian bas, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit différent. Donc, soit son opposant, il est pris en charge par le médian. Attention à ma commissure. Soit l'opposant, il est ulnaire. À ce moment-là, ma commissure, s'il est suffisant, j'ai pas à m'en occuper. Je peux l'entretenir, d'accord? Il me faut optimiser l'opposant, parce qu'il est quand même peut-être un peu faiblard. Mais j'ai plus ce gros truc, attention à mon opposant, attention à ma commissure. D'accord? Donc voilà, c'est l'analyse. J'ai un médian haut. Soit on me dit, on vous confie la rééducation d'un médian haut, soit je fais un diagnostic de lésion du médian haut. Et après, ce que je ne vous ai pas dit pour le médian bas et que je vais vous dire maintenant, donc, en général, la plupart du temps, c'est des traumatismes ouverts, c'est un coup de couteau, c'est une fracture, c'est des trucs comme ça, mais ça peut être aussi un traumatisme fermé. Donc, qui dit traumatisme fermé, dit pas d'exploration du nerf. Donc, on ne sait pas. Donc, déjà, je vous ai dit, première prise en charge, je fais mon bilan musculaire, qu'il soit haut ou bas. Je vois. Hein. Si c'est un traumatisme, une section, bon, on me dit, le médian il a été suturé, on peut le confier pour la rééducation. D'accord? Bien. Et puis, si c'est un traumatisme fermé, une fracture, une compression ou un truc comme ça, je sais que, oui, d'accord, je vais prendre en charge mon médian, qu'il soit haut ou bas. Je vais éviter qu'il enraidisse. Je vais mobiliser son index pour pas qu'il s'enraidisse. Je vais mobiliser son pouce pour pas qu'il s'enraidisse. Je vais renforcer tout ce qui est présent. En particulier, il a tout ce qui est présent au niveau du poignet, par exemple. Il a un fléchisseur ulnaire, donc je vais le renforcer pour qu'il puisse plier son poignet. D'accord? Donc, je vais travailler tout ça. Et surtout, si c'est un traumatisme fermé, je surveille. Je surveille les premiers signes de récupération. Ok? Quel est le premier qui doit récupérer pour un médian haut? Le rond-pronateur. Et si je calcule que ça s'est passé au-dessus du coude, il y a à peu près 115 cm, 150 jours. 150 jours, ça fait 3-4 mois.
D'accord? Donc je laisse pas passer trop le temps, hein. Parce que si c'est un traumatisme fermé et que je laisse passer trop le temps, après, si on fait une chirurgie nerveuse, ça risque d'être un peu trop compliqué. D'accord? C'est ça que je fais, hein, d'accord? Il est fermé, on ne sait pas ce que c'est. Attention, il risque de ne pas récupérer. Il a peut-être une section dessous. Il est peut-être tellement comprimé qu'il ne peut pas se libérer. Donc, il ne faut pas se laisser passer le temps où on peut faire quelque chose sur le nerf. Surtout que, je vous rappelle que le médian, il est responsable de quoi? De la sensibilité, donc de la protection de la main, et qu'il faut absolument tout faire sur le nerf, parce que si on n'arrange pas le nerf, si on ne le libère pas, si on ne fait pas quelque chose, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Il va garder une main insensible. Parce que c'est pareil, hein, les récepteurs sensitifs, eh ben, au bout d'un moment, ils se détériorent, et puis ça ne sert à rien, parce que le nerf, il ne peut pas repousser dedans. Hein. C'est comme les moteurs. Hein. D'accord? Donc le médian, il faut absolument ne pas hésiter, même si vous demandez un avis, s'il n'y a pas eu d'avis spécialiste, d'accord? Eh bien, par exemple, voilà, bon, je ne vais pas donner de nom, mais il y a des hôpitaux périphériques dans des petits villages, d'accord? Le malade, il a eu un traumatisme du bras, on lui a réparé une fracture, ou alors on lui a mis un plâtre trop serré, un truc comme ça. Il a l'index tendu, il plie pas l'index, il plie pas le pouce, d'accord? Et puis on lui dit, bon, vous inquiétez pas, ça va récupérer, barca. Et allez chez le kiné. Très bien. Ok, et ça arrive encore maintenant. Alors vous avez un rôle à jouer. Voilà. Parce que le nerf, il est peut-être encore comprimé. Peut-être que le nerf, déjà s'il y a 3 semaines, il n'y a rien du tout, mais ça veut dire que c'est une lésion plus sévère du nerf et que donc il va falloir savoir faire quelque chose. Pour la sensibilité, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil? Alors, comme conseil, de faire attention. Par exemple, comme un petit jeune là qui avait un médian, il était haut ou bas son médian, je ne me rappelle plus. Je crois ça fait longtemps celui-là. Mais enfin, qu'il soit haut ou bas, c'est pareil. Il est allé au distributeur de café, il a voulu boire un chocolat, et il a pris le truc dans la main qui sentait pas, et il se retrouvait avec une brûlure 2e degré. Voilà. Donc, de faire attention, avec le contrôle à la vue, toucher l'objet avec l'autre côté éventuellement pour vérifier la température, mais ça, ils le font pas. Et sinon, porter un gant en cuir. Déjà, c'est pas mal, ça protège. Moi, à mon avis, le plus sûr, c'est le gant en cuir. Mais pas le gant en laine, hein, le gant en cuir qui donne une 2e peau. Voilà, les conseils, c'est ça. Autre question? Donc, vous avez vu votre analyse. Et ça coûte rien, si vous voulez, de dire, oh, mais moi, j'ai pas envie d'attendre, hein. J'ai pas envie d'attendre, hein, je vais lui donner le conseil tout de suite, hein, que peut-être il aille voir quelqu'un de spécialisé, mais il faut être diplomate à ce moment-là, hein. Il faut faire attention. Parce que, voilà, c'est le petit village, il y a un hôpital, et puis vous confiez le malade, et puis vous le confiez à quelqu'un d'autre. Donc il faut discuter un peu comme ça, dire on ne sait jamais, peut-être que, enfin, tourner autour du pot, quoi, pour arriver à obtenir ce qu'il faut. D'accord ? Il faut faire attention. N'oubliez pas d'être diplomate, parce que vous dépendez de ceux qui vont vous confier des patients. Et le mieux, c'est d'appeler le généraliste, lui dire, vous savez, je suis embêté, on dirait que moi, voilà, je pense qu'il faudrait peut-être. À ce moment-là, le généraliste, lui, il va l'envoyer en consultation. Mais il faut trouver un système, quelque chose. Se débrouiller. De temps en temps, il faut savoir louvoyer un petit peu, pas y aller franco, mais pour arriver à obtenir ce qu'on veut. Voilà, paralysie haute du médian, mais on peut aborder un peu le membre en cours de route, demain si éventuellement, tout en sachant que je n'ai pas de support écrit, mais enfin, on peut parler du membre aussi. Vous pouvez me poser des questions sur le membre parce que je connais quand même la neuro du membre aussi. Bon, voilà, donc ça on l'a fait. Donc je vous rappelle, c'est toujours, et c'est ça qui est intéressant. Si vous voulez, si c'est tout calculé, tout élaboré, voilà, j'ai un long rail tranquille, là, je suis dans les rails, je suis mes rails, voilà. Mais non, parce que là, je me dis, bon, tiens, là, voilà, il y a ça qui risque, il y a ça qui risque pas, il y a ça qui se fait, il y a ça qu'il faut faire, et j'adapte en fonction de ce que je ressens, d'accord ?
Et ça, c'est une gymnastique qui est super intéressante. Tout en restant dans les rails, bien sûr. Hein. Faut pas en sortir des rails. Hein. Mais vu donc ce que je vois, ce que les uns et les autres vous disent, eh ben, vous ferez votre propre opinion dans l'avenir. Pour l'instant, vous êtes obligé, quand vous faites, quand on vous pose des questions, vous êtes obligé de répondre à ce qu'on vous a dit. Mais après, vous ferez vos propres expériences. Vous avez un début de savoir ce qu'il faut faire, le début. Bon, après. Donc, on va commencer par la basse. Voilà. Parce que c'est après la haute, elle complète la basse, d'accord? Donc, on va commencer par la paralysie basse. Paralysie basse, c'est quoi? C'est au poignet. Au poignet, ben, je me casse la figure, manque de bol, ou j'ouvre mes huîtres, et j'ai un couteau, c'est japonais, je crois, qui coupe terriblement, là, ma main, elle part, tac, et puis manque de bol, c'est un petit point, d'accord, j'ai pas mes fléchisseurs, j'ai que mon ulnaire, d'accord? Il vaudrait mieux avoir les fléchisseurs que l'ulnaire, quand même, parce que le nerf, souvent, il laisse quand même des petites séquelles, il récupère jamais. C'est exceptionnel qu'il récupère à 100%. Surtout s'il a été sectionné et suturé. Il y a toujours des axones qui sont un peu en retard. C'est exceptionnel, il reste toujours un petit problème de douleur résiduelle, des choses comme ça. Donc l'ulnaire. On revoit l'ulnaire, la distribution de l'ulnaire. C'est toujours la face antérieure de l'avant-bras, bien sûr, puisque... Ah, vous voulez 5 minutes ou on finit un peu plus tôt? Ou on continue? On continue? Vous n'êtes pas fatigué? Donc c'est des histoires, hein, là. Hein. Non, on réfléchit. Que vous puissiez le faire tout seul. D'accord? Voilà. Je connais ma distribution. Bien sûr, je dois connaître ma distribution nerveuse. Ça, si je ne la connais pas, ça ne sert à rien. Et à partir de là, eh ben, je sais que s'il y en a un qui est paralysé, il ne va pas faire le mouvement. Et s'il ne fait pas le mouvement, il y a un risque d'enraidissement. Et s'il y a un risque d'enraidissement, c'est mon boulot. Et je sais aussi que je dois surveiller, je dois faire des bilans réguliers. Réguliers, c'est pas tous les 2 jours, hein. C'est 1 fois par mois. Hein. Et je dois faire des bilans réguliers pour vérifier la récupération ou pas. Et en même temps, je calcule eh ben, combien de temps ça va mettre pour récupérer. Voilà, si ça doit récupérer. Et il y a autre chose aussi sur le nerf. Voilà, j'ai pas eu de bol. Je me suis sectionné mon médian et je suis allée, bien sûr, parce que je suis à la campagne, que j'ai pas envie d'aller à Montpellier, que j'ai pas envie d'aller à Toulouse, que j'ai pas envie d'aller à Marseille. Et à côté de chez moi, il y a un petit hôpital périphérique, d'accord? Et à cet hôpital, eh ben, ils m'ont suturé mon médian. Et puis kiné. Et puis vous êtes kiné, et puis vous voyez que votre médian, il pousse pas. Et bien là, de temps en temps, alors il pousse pas. Bien sûr, vous calculez votre distance à parcourir, etc., d'accord? Mais il n'y a rien. Il n'y a pas de récupération de sensibilité, il n'y a pas de récupération motrice. Je vais vous dire, le co-abducteur, il a du mal à récupérer, lui, hein, quand même. Hein. Il n'aime pas ça. Mais en fait, s'il y a un opposant, ça va bien. Et puis, il n'y a rien, quoi. La sensibilité, elle ne s'éclaircit pas, il n'y a rien. Et quand je cherche mon Tinel, je tape, vous vous rappelez ce que c'est le Tinel? Voilà. Et bien, il reste bloqué. Et n'oubliez pas qu'il a été suturé, ce nerf. Donc, c'est un nerf qui a été suturé par un chirurgien. Mais tout le monde ne sait pas très bien suturer les nerfs. Et c'était pas un spécialiste. J'ai pas eu de bol. Je suis tombée à côté. De toute façon, on m'a pas demandé mon autorisation. On m'a amené au centre hospitalier le plus près. Il ne faut pas hésiter quand vous voyez que ça ne bouge pas aussi. Et surtout, si c'est quelqu'un de jeune, il ne faut pas hésiter à aller demander un avis à Montpellier, à Toulouse, à Marseille. Là où vous serez, il y a des services spécialisés en neuropériph. D'accord? Parce que des fois, c'est une suture qui n'a pas été bien faite. C'est une suture où il y a eu de trop gros fils. D'accord?
Donc ils ont empêché les axones de pousser comme il faut. C'est aussi, il n'a pas bien orienté, parce que maintenant ils orientent les fibres, les axones, et ils les mettent ils connaissent les territoires de distribution, enfin, dans le nerf, là où ça va en moteur, là où ça va en sensitif, et ils orientent. Donc des fois, il vaut mieux envisager une reprise, d'accord ? Ou peut-être une libération, parce qu'il y a eu une grosse fibrose qui s'est mise, et qui va permettre de récupérer quelque chose. Donc, ça peut s'arriver, et c'est toujours pareil, il faut faire attention aux problèmes diplomatiques, parce que vous êtes kiné dans le coin, et si vous orientez votre patient vers un autre coin, il faut faire attention, parce qu'après il risque de plus vous envoyer de patients. Donc c'est toujours la balance, d'accord ? Il faut savoir que ça existe, ça. Paralysie ulnaire, je vous ai dit que l'ulnaire, vous avez bien pu le voir maintenant, le médian, c'est la sensibilité de la main et un peu de moteur. Bon, quand il y a l'opposant, ça fait beaucoup de moteur, mais enfin, c'est un peu de moteur. L'ulnaire, c'est quasiment la motricité fine de la main. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'abducteur du 5, l'opposant du 5, le court fléchisseur du 5. Alors moi, je démarre toujours dans le sens de l'innervation, d'accord ? Les lombricaux 4 et 5, le 3 un petit peu, peut-être. Tous les interosseux palmaires et dorsaux, l'adducteur du pouce, j'ai dit les interosseux, en particulier le premier interosseux dorsal, l'adducteur du pouce et le fléchisseur, le court fléchisseur faisceau profond. Alors vous allez me dire, mais l'opposant, ben c'est vrai que l'opposant, il peut avoir un peu d'ulnaire. Mais en fait, on ne s'en rend pas tellement compte là. Parce que vous avez le court abducteur qui est toujours là. Et lui, le court abducteur, eh ben, il va écarter le pouce. Et avec le court fléchisseur ensemble qui reste, eh ben, il va pouvoir faire une antépulsion, position du pouce. Et on ne se rend pas compte. Et on ne le recherche pas en général, cet opposant, parce que fonctionnellement, ça ne pose pas de problème. D'accord ? Donc ça, c'est une petite anecdote pour vous. C'est marqué nulle part, ça. Dans nul, je n'ai jamais vu, voilà, dans une paralysie ulnaire au poignet, ou une paralysie ulnaire globale, qu'on parle de l'opposant. Mais c'est pas logique, en fait. Parce que si on parle de l'opposant et qu'on dise qu'il est médio-ulnaire et parfois ulnaire propre, on devrait en parler un peu plus, mais parce qu'il est bien compensé qu'on ne se rend pas compte. D'accord ? Donc on ne parle pas de l'opposant dans une paralysie ulnaire. On n'en parle pas. On ne dit pas qu'il est paralysé, parce qu'il n'en fait pas partie. Et dans aucun topo, vous verrez marqué que l'opposant est paralysé dans une paralysie ulnaire. Donc, c'est le court fléchisseur, l'adducteur, ça c'est vraiment embêtant, et le premier interosseux, tous les interosseux, et les deux lombricaux derniers, tout en sachant que les deux lombricaux, toujours, un peu le 3, des fois, on fait un peu le deuxième, mais pas tant que ça, et l'abducteur, le court fléchisseur et l'opposant du 5. Donc, qu'est-ce que ça va entraîner ? Ça va entraîner déjà que on ne peut plus écarter, on ne peut plus rapprocher les doigts. Tout en sachant que, lorsque j'étends les doigts, ils s'écartent. Donc, il faut faire attention. Quand je plie les doigts, ils se rapprochent. Donc, on peut se faire piéger. Sur le pouce et l'index, on a dit, il n'y a pas d'adducteur, pas de premier interosseux dorsal. Donc, cette pince pouce-index, je vous l'ai déjà dit quand je l'ai fait, elle va être manquée de force, être instable. Et ça s'appelle le signe de Froment, parce que pour pincer avec l'index, c'est le long fléchisseur qui va compenser le fait qu'il n'y a pas d'adducteur. Mais si vous réfléchissez, regardez, je suis là, je fais ça, qu'est-ce qui se passe ? J'ai rien ici, je l'ai déjà dit, mais je le répète, parce que de l'autre côté, ça fait rentrer les choses. Voilà, regardez, j'ai pas de premier interosseux. Donc, mon index, il ne va pas pouvoir faire ça. Qu'est-ce qu'il fait, mon index ? Il part sur le côté, d'accord ? Il part complètement. Donc, il est là. Donc, déjà, j'appuie, mais je manque de force parce que mon index, il ne repart pas du bon côté pour avoir la force. Parce que je n'ai pas de premier interosseux. Après, l'adducteur, ben c'est lui qui va, regardez, il va serrer le premier état, et c'est lui qui va donner la force de serrage. Donc, eh ben, il y a plus de force de serrage. Donc, ça, c'est fonctionnellement, si vous voulez, il y a une instabilité de la pince pouce-index, c'est un manque de force. Le lunaire, c'est le manque de force pour la fonction de la main. Après, pour vous en tant que kiné, je vous rappelle, je vous l'ai déjà dit, ça c'est important.
sur les MP. Il n'y a plus de lombricaux, il n'y a plus d'interosseux. Donc, il n'y a plus de flexion des MP. Je ne peux pas fléchir mes MP, sauf si je plie les doigts, et puis ça enroule, et puis ça va jusque-là. D'accord? Donc, c'est une ébauche de flexion. Mais spontanément, je n'ai pas de fléchisseur DMP. Par contre, derrière, j'ai un extenseur DMP. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est logique. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais avoir mes MEP qui vont être en extension. Devant, je n'ai pas de flexion. Derrière, j'ai un extenseur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est logique. Il y a une extension DMP permanente. Devant. J'ai une flexion des interpharyngènes proximales et distales, puisque j'ai des profonds et des superficiels qui se plient. Mais derrière, j'ai plus d'interosseux de lombricaux qui sont responsables de l'extension des interpharyngènes. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me retrouver avec ce qu'on appelle une griffe du 4 et du 5. Il n'y en a pas sur le 2 et le 3. Pourquoi? Parce que même si on dit que c'est pas vrai, ben, il y a les lombricaux. Et les lombricaux, ils remplacent les interosseux. Donc ils plient les MP, ils sont fléchis à des MP, et ils étendent les interpharyngènes. Moi, la clinique, elle me dit que c'est comme ça. Donc je me retrouve avec ça. Donc voilà. Donc j'ai un malade qui arrive, section du nerf urinaire au poignet, pas de bol, d'accord? C'est vraiment pas de bol. Hein, un petit coup de couteau et paf, il est coupé. Ça, c'est embêtant. Voilà. Et je me retrouve avec une griffe du 4 et du 5. Cette griffe est plus ou moins importante. Ça dépend des gens. Ça dépend de la laxité, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend aussi si, malheureusement, j'ai aussi des tendons qui ont été coupés en même temps et qui vont couler et donc qui vont aggraver le déséquilibre. D'accord? Du coup, il y a un extenseur des IP ou pas? Il n'y en a pas. Il y en a. Répondez-moi. Est-ce qu'il y a un extenseur des IP? Il y a un extenseur des IP. Ben non. Non. Qu'est-ce qui étend les IP? Qu'est-ce qui étend les IP? Qu'est-ce qui étend les IP? Les interpharyngènes proximales distales ne sont pas étendues par... Hein? Et les interosseux. Même si on vous dit que les interosseux, ils font que ça et ça et ça et ça. Voilà. D'accord? Mais de toute façon, les deux ne sont pas là. Les deux ne sont pas là. Donc, d'accord? Il n'y a pas d'extenseur des IP et il n'y a pas d'interosseux. Je répète. Je suis dans une paralysie ulnaire. Une paralysie ulnaire entraîne une paralysie de tous les interosseux, tous. Et une paralysie des lombricaux, au moins là c'est pas compliqué, du 4 et du 5. Bon, comme ces muscles, qui vous voulez que ce soit des deux, je m'en fiche, moi. Comme ces muscles ils sont fléchisseurs des MP et extenseurs des IP, et bien qu'est-ce qui se passe? Il reste l'extenseur commun qui étend les MP, il reste les fléchisseurs profonds qui plient les PIP, mais ça entraîne un déséquilibre, ça ne marche pas. Devant il y a quelque chose et derrière il n'y a rien, et puis après derrière il n'y a rien et devant il y a quelque chose. D'accord? Tout le monde a compris l'histoire de la griffe? Et non, parce que des fois quand ça m'arrive de poser une question, oulala, qu'est-ce que... C'est dur la griffe apparemment. Pour moi c'est mathématique, mais bon. D'accord? Bien. Donc je me retrouve avec un jeune, une jeune, qui a sectionné son nerf lunaire et qui a une griffe. Et qu'est-ce que je fais? Et on me l'a confie pour sa rééducation. Qu'est-ce que je risque? Il y a du monde à côté ou pas?
Bon, s'il y avait du monde à côté, il serait venir râler, hein, déjà. Non? Bon. Alors, qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce que je risque? Ben, d'enraidir mes MEP qui vont se bloquer en extension et d'enraidir mes PIP qui vont se bloquer en flexion. Et croyez-moi, ça arrive. Donc, qu'est-ce que je dois faire déjà? Je dois manipuler cette main, la posturer au plateau canadien, d'accord? Apprendre aux patients à se travailler, à s'assouplir les doigts, et je dois l'appareiller. Ça, c'est obligatoire avec ce qu'on appelle une MP stop. Voilà ici. Bon, mes couleurs sont exprès parce que c'est dégueulasse, parce que c'est souvent pas bien d'avoir une anesthésie, donc l'anesthésie palmaire. Ici, sur la diapositive, vous voyez ici, là il peut écarter les doigts, là il n'y arrive pas. D'accord? Là, c'est la pince pouce index, vous voyez que l'index il a tendance à partir sur le côté. Ça, c'est une magnifique griffe qui est dans les bouquins, on la voit comme ça. Mais en fait, des fois, elle peut être comme ça ou elle peut être comme ça. C'était vraiment une... Mais ça, c'est une section isolée. Et ça, c'est une section avec des fléchisseurs associés. Bon, après, on peut se poser des questions, c'est pas le problème. Donc, le truc, c'est... Voilà. Alors, il y a M. Zancoli, un M. Bouvier, qui ont découvert que quand on mettait les MEP en flexion, d'accord, si avec mes doigts, je positionne mes MEP en flexion, et bien, à ce moment-là, les interphalangiennes peuvent s'étendre. Parce qu'à ce moment-là, je tire sur l'extenseur commun, il n'y a toujours pas d'interosseux de l'ombilico, mais je tire sur l'extenseur commun qui se trouve en meilleure position et permet donc d'étendre les IP. D'accord? Alors, vous voyez ici, sur la diapositive de droite, mon test de Zancoli, mon test de Bouvier, il est positif. Je maintiens mes MP pour pas qu'elles se positionnent en extension. Et à ce moment-là, j'ai une extension. Non, c'est sur l'autre, hein, sur celle de gauche. J'ai une extension des interphalangiennes. Et là, je positionne mes MEP en flexion. Mais ce malade, il a été mal pris en rééducation, il a été mal rééduqué, ou il n'a rien foutu lui-même aussi. C'est possible, hein, parce que des fois, c'est la personne elle-même, hein, c'est la personne elle-même qui néglige complètement son truc, qui en a ras-le-bol de quoi que ce soit, qui fait n'importe quoi, et qui après est complètement bloqué. Ça peut arriver, hein. C'est pas toujours la faute des soignants, hein, parce que par moments, c'est... un peu, je pense que vous êtes en stage de temps en temps et vous vous rendez compte que des fois la vie n'est pas long fleuve tranquille. Et puis vous avez beau expliquer aux gens ce qu'il faut faire, ils font n'importe quoi. Ok? Voilà. Des fois c'est très compliqué. Donc, mais enfin quand on en arrive à celui sur la diapositive de droite, c'est embêtant parce que c'est difficile à récupérer. Hein. C'est très compliqué. Donc ici, vous voyez ici, c'est une simple petite lanière qu'on passe. Hein. C'est une MP stop aussi, qui est croisé sur le devant, ça vous trouvez ces modèles partout sur n'importe quoi, hein, et qui permet donc d'éviter l'hyperextension des MP, et donc l'extension des IP, elle est très bien, celle-là, elle est difficile à faire quand même. Hein. Celle-là. Ne vous inquiétez pas pour moi. Voilà. Donc c'est en 8, voilà. Ici vous passez ici, vous montez derrière comme ça, vous tournez ici, et vous revenez là-bas et vous repartez ici. Elle n'est pas si facile, on dirait qu'elle est facile à faire, elle n'est pas si facile à faire, d'accord? Parce qu'il faut bien la régler devant, parce que si c'est pas bien réglé devant, ça remonte et ça sert à rien, et ça empêche de bien plier les doigts. Voilà, donc ici vous voyez, celle-là elle est très bien faite, mais j'avais quelques personnes qui étaient chanteuses de l'appareillage, c'était super bien. L'appareillage, il faut le sentir, hein. Il faut l'avoir il faut avoir un certain doigté. Voilà, c'est ici celle-là. Bon, celle-là est beaucoup plus facile à faire. Elle est plus enveloppante, d'accord? Mais c'est pareil, on a l'extension des MP. Et devant, c'est libéré. Je ne sais pas si vous voyez ici qu'on voit un peu la peau. Donc il y a le auvent qui maintient les MP. Et devant, voilà, vous avez un contraptio antérieur. Et il faut faire attention quand vous les faites. Parce que et celle-là, bon, c'est un autre patient, c'est pas le même, et vous voyez qu'elle n'est pas efficace.
Donc en principe, ce qu'on rajoute, ce qu'on faisait, c'est on mettait une potence ici et on mettait un rappel d'extension. Mais c'est très difficile à récupérer. Voilà. Et donc, le gros problème de quoi que ce soit, c'est faire attention parce que quand les malades ils font ce mouvement d'extension, des fois, ils tirent fort en extension parce que l'extenseur commun, et ils se retrouvent, ils basculent dans l'orthèse et finalement ça ne sert à rien du tout. Ils se remettent comme ça. Si vous voulez, ils sont comme ça, et ça fait ça, mais ça ne fait pas ça. En fait, il faut qu'ils arrivent à faire le mouvement. Je tiens ici, mais je ne pousse pas en arrière sur mes premiers métas. Parce que sinon, ils partent en arrière comme ça, et ça ne sert à rien. Celui-là, il le fait très très bien là. Ça a l'air facile hein, quand on le voit comme ça. Et là, il faut vraiment ici, devant, voilà, devant, ben, elles sont très bien celles-là. Devant une contre-appui bien ici, qui vient se mouler dans la paume, pour éviter justement que ça rebascule en arrière. Donc les MP stop. J'en ai. C'est ce qu'on appelle la main du prédicateur. La main du prédicateur. Peut-être, oui, j'ai oublié. Même pas les énormes, le col de cire, la main du serviteur des anciens, tout ça. Oui, ça doit être la main du prédicateur parce qu'il est comme ça, le prédicateur. Probablement. Moi, je dis gris. C'est pour vous après, là, vous avez quoi ici tout à l'heure? Hein? C'est cata. Parce qu'après station de présence, apprenti cata. Il a oublié, je pense. Je l'apporterai. Bien. Non, c'est pas ça. Donc maintenant, on va faire la paralysie haute. Donc ça ne change rien pour la basse. Hein. Par rapport à la basse, hein, il y a toujours ce qu'il y avait dans la basse. Donc le même territoire sensitif, ça ne change pas. Hein. Le territoire qui soit haut ou bas, le territoire sensitif est le même. Pour le médian, c'est pareil. Que ce soit haut ou bas, le territoire sensitif est le même. Ok? Voilà. Donc, et qu'est-ce qui va se rajouter? Alors, le problème, c'est que on va faire un TD, ça. De toute façon, en TD, il n'y aura pas de papier. Hein. Il n'y a pas de papier, il n'y a pas de document, il n'y a rien. Vous devez travailler sans rien. C'est le poignet qui est en plus, le fléchisseur. C'est au niveau des fléchisseurs. Oui, il y a le fléchisseur ulnaire du carpe, qui est ulnaire. Et après, il y a ce qui reste. Donc, qu'est-ce qui restait? On descend, on a au niveau du coude le fléchisseur ulnaire du carpe. Après, eh ben, il y a le fléchisseur profond, ce qui reste, c'est-à-dire le 4, le 5, toujours, et puis le 3. Bon, le 3, il se balade, le 3. Mais il n'est jamais à 0. Donc, les fléchisseurs profonds du 4 et du 5. Est-ce que le superficiel va avoir un problème? Non, parce qu'il est médian. Donc, je descends. Et ben, donc, qu'est-ce que ça rajoute, en fait? Je me retrouve comme une paralysie basse, mais avec des profonds du 4 et du 5 qui sont paralysés, et un fléchisseur ulnaire qui est paralysé. Le fléchisseur ulnaire qui est paralysé, bon, il reste les palmaires, hein. Donc on aura une flexion du poignet. Très bien. Les profonds. Les profonds, ils sont responsables de la flexion des DIP. Alors, on aurait dû faire un petit break. Hein. Donc réfléchissons. Il va plier les doigts, je me mets à haut. Il va plier les doigts puisqu'elle est superficielle. Mais il ne va pas plier les bouts des doigts. Donc ça va aggraver son manque de force. Parce que je vous rappelle que la force de préhension,
c'est le verrouillage du 4 et du 7. D'accord? Voilà. Pour avoir de la force pour tenir un marteau, pour tenir une vache, pour faire un truc comme ça, c'est pas le 2 et le 3, hein, c'est le 4 et le 5. Si vous n'avez pas le 4 et le 5, vous n'avez plus de force. D'accord? Le profond. Mais il ira quand même les doigts. On pourrait tenir une casserole quand même, surtout qu'on a notre main, c'est à 2 mains. Bien. Encore que des fois, c'est une seule main. On a un manche. Bien. Mais l'intérêt, si vous voulez, l'intérêt, c'est sur la griffe. Parce que si on réfléchit, on a dit qu'il y avait une griffe comme ça, vous l'avez vu, en flexion des DIP, des PIP. En principe, c'est une griffe relativement forte. Ça dépend des jambes. Enfin, bon. Mais là, si vous avez plus de profond sur le 4 et le 7, votre griffe, elle va être moins importante. Puisque votre force de flexion devant, elle est moins importante. Ok? Donc, votre boulot, c'est quoi? Pour l'ulnaire, j'ai oublié de vous dire, le premier muscle à récupérer, c'est l'abducteur du 5. Et vous le voyez bien en plus, hein, s'il récupère. Parce qu'on voit très bien la contraction de l'abducteur du 5. Donc les fois, on peut se sentir. Enfin, bon. Quand c'est un ulnaire haut, ben, ça va être le fléchisseur ulnaire du carpe en priorité. Si on calcule cette distance, toujours à peu près 10 à 15 cm. 150 jours. Ça fait 150 jours, c'est 98. Ça fait 4 mois environ. Pour commencer à récupérer à 1 en plus, hein, et on rappelle, hein, quand on ne récupère pas à 5 d'un coup. C'est long, difficile. Donc là, votre boulot en tant que kiné, c'est quoi? Donc ce nerf haut, c'est quoi? Bon, on le verra en TD alors. Hein. Comme ça, presque c'est bon. Alors, c'est pareil, j'ai une griffe qui est un peu moins importante, mais j'ai toujours une griffe. Je risque d'enraidir mes MEP en flexion. Je risque d'enraidir mes interphalangiennes en extension. Donc, je mobilise, je posture, j'apprends aux patients à se bouger, bien sûr, pour pas qu'ils s'enraidissent, comme j'ai pu vous montrer tout à l'heure, ce qui pouvait arriver. C'est très embêtant. N'oubliez pas hein, que quand ça commence à être raide, c'est raide. Et pour travailler en tant que kiné sur une raideur, je vous promets qu'il vaut mieux d'abord anticiper et pas avoir la raideur. D'accord? Quand c'est raide, hein, souvent. Et c'est difficile à récupérer. Surtout sur ces petits trucs-là. Hein. C'est, voilà. Donc, et je fais bien sûr donc, une MP-stop pour éviter la griffe. Ce qui permettra, je vous ai dit, c'est une attelle de prévention, des déformations bien sûr, mais aussi ça peut être une attelle de fonction. Parce que je vous avais dit, quand on a fait le cours, je vous rappelle, quand je prends quelque chose, j'ouvre ma main. Après, je fais une flexion volée et j'enroule dessus. Voilà la fonction. Quand j'ai une paralysie ulnaire, je suis comme ça. Comment je fais là? D'accord? J'ai perdu ma prévention volée. Si je ferme, eh bien je ferme avec mes deux doigts qui sont dessus déjà. Donc ma prise, elle n'est pas bonne du tout. Si j'ai une stop qui me met les doigts comme ça, si elle est bien réglée, j'ouvre. Donc je suis comme ça. D'accord, ça limite mon ouverture, mais je fais ça. Donc c'est une attelle en même temps de prévention des déformations en griffe, mais en même temps, c'est une attelle aussi de fonction. C'est pareil que pour la sébar, hein. C'est une attelle de prévention de la rétraction de commissure, mais en même temps, ça me met le pouce au point de position et ça me permet une greffe sous l'index. C'est très bien pour vous montrer. Voilà. Donc, je ne sais pas, et quand on cherche, parce que je discutais avec un 4e année qui voulait faire quelque chose sur la rééducation des lésions nerveuses périphériques, il n'y a pas grand-chose, hein, en fait. Il y a beaucoup d'appareillage, mais après, sur les techniques de prise en charge, il n'y a pas grand-chose. Hein. La priorité dans les lésions nerveuses périphériques, c'est de réfléchir
j'ai mon malade, il ne bouge pas là, il ne faut pas qu'il s'enregistre, je le travaille. D'accord? Après, ça c'est la première phase. En même temps, ben, je l'encourage aussi, hein, parce que ça va être long, difficile, il va perdre des fois, voilà, il faut avoir un peu d'empathie, il faut l'encourager, il faut lui dire qu'il faut laisser le temps, il faut surveiller le spinel, d'accord? Tout ça, ça prend du temps aussi. Et puis après, bon, il y a toutes les techniques éventuellement, je vous l'ai déjà dit en cours au début, de stimulation musculaire, de travail un peu du schéma moteur, parce que moi je me suis rendu compte vraiment que ceux qui disaient moi je vais récupérer et qui travaillent leur schéma, et qui travaillent leur mouvement, et tout ça, le mouvement, ils ont plus de chances de récupérer que ceux qui attendent que ça revienne tout seul. Et des fois il y a le cas particulier, je vous l'ai déjà dit aussi, de celui qui récupère et qui ne sait pas qu'il a récupéré. Et si vous le prenez en charge en cours de route, vous vous rendez compte qu'il y a un magnifique biceps et que le patient il ne sait pas qu'il a un biceps. Et là alors c'est magnifique parce que vous le faites travailler un peu, vous le mettez au feedback, vous le stimulez un peu, et puis vous faites le miracle de la vie qui a fait récupérer un biceps alors que c'est pas vrai. Il avait récupéré, vous faites ça, bon, c'est génial ça. Moi ça m'est arrivé plusieurs fois, et c'est fabuleux. Et après, merci. C'est grâce à vous que j'ai récupéré. Oui, mais non, c'est pas vrai, mais bon. C'est pas vrai. Il l'avait, mais il ne savait pas qu'il l'avait. Et c'est bien malheureux. C'est malheureux. Parce que, et votre boulot, c'est de surveiller la récupération et de modifier votre protocole de rééducation en cours de la récupération, travailler un muscle à un, faire prendre conscience au patient qu'il est là, plus faire du feedback si on peut, si on a des électrodes suffisamment, donc sur un deltoïde un peu, sur un biceps un peu, sur un adducteur un pouce, là c'est un peu difficile, hein, parce qu'il n'y a pas des petits... Le feedback c'est génial, moi j'adore le feedback, parce que le feedback il fait prendre conscience au patient de sa contraction musculaire, et même des fois vous avez des sidérations, vous avez des blocages, et quand vous êtes là, vous montrez ça, voilà, allez faites ça, et vous voyez là-dedans, ben, c'est comme ça qu'il faut faire. Quand vous avez des désordres de commande et autres, le feedback c'est génial pour ça. Puis là je pense qu'il y a des trucs qui sortent aussi avec des jeux où on fait avancer un bonhomme, des trucs comme ça. Mais le mieux c'est de voir sa propre contraction et son image propre. Voilà. Et puis vous pouvez aussi utiliser toutes ces techniques, là c'est le perfectif, je pense que ça s'appelle, qui normalement, je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle. Non, hein? Perfectif. Je l'ai regardé sur l'ordinateur ce que c'était, d'accord? C'est pour la neurocentrale, mais enfin bon, pourquoi pas l'utiliser au neuropériph'? C'est un travail du schéma moteur, de toute façon, alors. C'est un travail de reconstruction motrice, donc tout ce que vous connaissez comme technique, et puis après, bon, le travail analytique aussi, mais la fonction. Bon, quelle heure il est? On continue, on fait le radial ou vous voulez... On fera le médio-lunaire haut et bas jeudi. On fait le radial? Ça va? Le cerveau va bien, il suit? Bon. Alors, parlons du radial. Alors, le médian et l'ulnaire, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est eux qui sont responsables de la face antérieure de l'avant-bras. D'accord? Voilà, avec une répartition, bon ça il faut la savoir. Et derrière, c'est le radial. Donc c'est pas compliqué. Je ne comprends pas pourquoi il y en a qui n'arrivent pas à retenir ça. Derrière, c'est le radial. Et un peu plus haut, c'est le tronc postérieur. Mais enfin bon. Et le radial, c'est excessivement rare d'avoir ce qu'on appelle un radial haut. Pourquoi? Parce que le nerf radial va donner l'innervation du triceps. Voilà, il est là, le radial, il est là par derrière. Et très vite, les branches destinées au triceps sortent. Donc la plupart du temps, quand vous avez une médiolinéaire radiale,
Le triceps est conservé, pourquoi? Parce qu'ils sont déjà innervés. Si le radial est abîmé ici, ou au niveau de l'humérus, au niveau de la... Ah, enfin. Zut, c'est pas grave. Je retrouve en cours de route tout ça. Donc, c'est les lésions de triceps au niveau de la gouttière radiale. Voilà. De l'humérus, d'accord? La plupart des temps, c'est là que le radial est abîmé. Si vous avez une paralysie du triceps, vous devez toujours vous dire, c'est certainement plus haut que ça se passe. Parce que c'est exceptionnel. Je l'ai vu déjà, mais c'est pas souvent. D'accord? Ça se passe très haut. Et donc, vous devez vous dire, vous devez remonter, aller tester votre deltoïde pour voir si c'est pas un tronc postérieur. D'accord? Parce qu'en général, quand le triceps est paralysé, le plus souvent, c'est plus haut que ça se passe, c'est au niveau du tronc postérieur. Et donc, il n'y aura pas de deltoïde, il n'y aura pas de petit rond, il n'y aura pas de grand rond, il n'y aura pas de grand dorsal. Et pareil, un peu, il n'y aura pas de sous-scapulaire. D'accord? Donc ça, c'est le tronc postérieur. Mais je vous ai dit que je sélectionnais ce que je vous traitais et je ne compliquais pas les choses. Donc, si jamais un jour vous avez un testing à faire, que vous voyez... Ben, vous allez sur internet, vous marquez tronc postérieur, vous regarderez, il vous dira ce qu'il y a sur un tronc postérieur. D'accord? Non, mais je vous ai dit que ça suffisait, hein? Parce que je ne sais pas ce qu'ils font, mais ils font autre chose. Non. Vous m'avez dit que je continue. Moi, vous parlez de neuropériph, vous savez, je peux vous en parler toute la journée, et même vous raconter des histoires en cours de route, il n'y a pas de problème. D'accord? Moi, ça ne me fatigue pas. Bon. Sinon, je ne ferai pas 3 TD coup sur coup d'affilée ou je sais pas quoi là. Allez, d'accord? Bien. Non, mais si vous en avez marre, moi je préfère qu'on arrête parce que c'est pas la peine. Le radial, c'est très facile de toute façon. Hein. C'est très très facile. Donc, qu'est-ce qui va être atteint? Eh bien, qui va être atteint, c'est quoi? Le brachioradial, les extenseurs radiaux du carpe. Moi je parle déjà dans le circuit, d'accord? Après je descends un peu, j'ai le supinateur. Pourquoi je démarre par le brachioradial et les extenseurs radiaux du carpe? Parce que c'est les premiers qui sont réinnervés puisqu'ils sont au niveau du tiers inférieur de l'humérus, d'accord? Après il passe le radial autour de la tête radiale et il va donner l'innervation il s'appelle plus court, hein, il s'appelle supinateur. Et puis après, il va donner l'extenseur ulnaire du carpe. Oui, pardon. Tout à l'heure, je ne sais pas ce que j'ai dit, si j'ai dit les extenseurs radiaux du carpe, au départ. J'ai dû dire les radios, peut-être, non? Donc, alors, il démarre par le brachioradial, les extenseurs radiaux du carpe. Il passe autour de la tête radiale, innerve le supinateur, puis il va descendre. Extenseur ulnaire du carpe, extenseur commun des doigts, extenseur propre, long extenseur court, extenseur long abducteur du pouce. D'accord? Donc tout ce qui est postérieur. Donc c'est pas compliqué. C'est pas compliqué à retrouver. Bien. Qu'est-ce que ça va entraîner? Alors, l'extension du poignet, il y a personne d'autre qui le fait. Donc il n'y aura pas d'extenseur du poignet. La supination. Bon, il reste un biceps, hein. Donc la supination, si vous n'allez pas tester votre supinateur et votre brachioradial, vous en rendez pas compte. Hein. J'ai oublié, bien sûr, en cours de route au départ, la flexion du coude, mais il y a le bon biceps aussi, donc la flexion du coude, voilà. La seule chose, c'est que comme il vous reste qu'un biceps, vous le voyez comme le nez au milieu de la figure, parce que le brachioradial, si vous voulez, là, au niveau du bras, il vous donne un aspect esthétique particulier que vous perdez. Et c'est très moche parce qu'il reste que le biceps. Il manque la petite boursouflure sur le côté, là. Esthétiquement, c'est pas beau. Voilà. Il manque que ça. C'est pas joli. Non, mais c'est un signe. Voilà, c'est tout. C'est pas joli. Bon. Après, déjà, j'ai dit l'extenseur. Donc, il n'y a plus d'extension du poignet. Il n'y a plus d'extension des MP. Il n'y a plus de rétropulsion extension du pouce. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pour que vous aimez bien les signes, c'est la main en col de cygne, c'est-à-dire la main elle tombe, le poignet est tombant, les MP sont fléchis et le pouce est en dedans.
Faut pas oublier, le pouce est en dedans. Parce que le pouce, il peut pas sortir dehors. Hein. Il peut pas, il n'y a plus rien pour le faire. Donc, je vous l'ai déjà dit, puisque je l'ai fait en cours, hein, quand je veux prendre, eh ben, on dit, je prends, je reprends ça, ça très bien, et tout ça se voit. Comment va être ma prévention? Ben, je me mets comme ça, j'avance comme une pelle, et puis après, je suis à la pelle, je passe un peu dessous pour que ça arrive, où je l'aide, et puis là, je peux prendre, et puis je suis comme ça. Mais si je veux serrer très fort, je ne peux pas. Parce que pour serrer, il faut que mes fléchisseurs soient tendus. Et je perds en force de pouce. D'accord? Et mon pouce, pareil, il est dedans comme ça. Donc en fait, qu'est-ce qui risque de se passer? Je l'ai en rééducation. Il arrive, il est comme ça. Il arrive, il est comme ça. D'accord? Il est très gêné pour prendre. Et surtout, qu'est-ce qu'il va faire? J'analyse. La sup, il l'a parce qu'il a un biceps. La flexion du poids du coude, il l'a parce qu'il a un biceps. Donc c'est pas très gênant. Mais surtout, il risque d'enraidir son poignet et perdre l'extension. Alors c'est bien dommage, hein, parce que l'extension du poignet, bon, s'il récupère, et bien après ça va être difficile à récupérer. Et surtout, hein, si jamais il ne récupère pas, quand on fait un transfert musculaire, parce que là on peut faire des transferts musculaires, c'est qui donnent une fonction quasi normale, et bien on va faire un transfert sur un poignet raide, ça ne marchera pas. D'accord? Donc pareil pour les MP, attention à l'enraidissement des MP qui vont être limités en extension, et attention aussi à la fermeture de la commissure qui est beaucoup moins importante, si vous voulez, qu'avec un opposant et un conducteur, mais qui peut exister aussi, parce que s'il est comme ça tout le temps, hein, s'il est comme ça, tout le temps, et bien regardez-vous, sa commissure, elle est comme ça, d'accord? Donc c'est pas pour faire une sébar, là non, mais quand même il faut le travailler un peu pour éviter que ça se rétracte. On ne met pas de sébar sur une paralysie radiale, c'est pas la peine. Et donc, après, il peut, alors il y en a qui disent qu'il risque de rétracter ses fléchisseurs, c'est vrai, parce qu'il est comme ça, et que si ses fléchisseurs ils sont tout le temps comme ça, mais c'est sûr que ça ne va pas la faire du bien. Mais je vais vous dire une chose aussi, c'est paradoxal, moi je l'ai vu et c'est écrit nulle part, qu'il peut aussi rétracter ses extenseurs, parce qu'ils sont comme ça, et souvent après quand on cherche comme ça ici, ils sont tendus et il y a une synovite qui se fait au niveau du poignet. Donc il faut faire gaffe aussi aux fléchisseurs et aux extenseurs. Donc c'est quoi? C'est des mobilisations, c'est des postures, c'est toujours pareil, c'est une soignante de la récupération éventuelle. Si c'est un traumatisme fermé, c'est sûr que je ne veux pas le garder sous cloche, que je vais voir l'évolution. Et si dans les 3-4 mois, j'ai rien du tout, ou si ça ne pousse pas, je n'attends pas 107 ans non plus pour l'envoyer voir quelqu'un de compétent. D'accord? N'oubliez pas, et j'insiste très lourdement, parce que croyez-moi, quand je les vois en consultation, ça m'énerve de voir qu'ils sont passés à côté, bon il n'y en a pas beaucoup, mais ça m'énerve qu'ils ont loupé une chance de récupération nerveuse. Après, pour certains, il y a des transferts aussi. Pour un radial, il y a des transferts, et qui marchent très très bien. Mais enfin bon, si on va utiliser un muscle pour le mettre ailleurs, si vous voulez, on ne perd pas une fonction réellement, mais on affaiblit un peu la fonction. D'accord? Donc c'est toujours pareil. Je sais que vous allez dire que je répète, mais c'est vous qui les verrez, comprenez? Vous verrez qu'il n'y a pas eu ce qu'il faut, etc., puisqu'ils vont faire des séances de kinésithérapie, et vous pouvez avoir un contrôle là-dessus aussi, si possible. D'accord? Je dis si possible. Attention. Mais là, le biceps brachial, il est bon, donc on a de la supination. Oui. Et du coup, pourquoi il ne se placerait pas comme ça, en supination, plutôt que de laisser en pronation et du coup là... Parce que c'est la pesanteur. Oui, il y a de la supination. Mais si vous voulez... Si vous laissez... D'accord, la sup, elle est normale, et la pro aussi, elle est normale. Donc, par la pesanteur, on se retrouve comme ça. On se retrouve comme ça. Spontanément. Si vous voulez, est-ce que vous avez vu quelqu'un qui se mettait spontanément comme ça? Ça, c'est le phénomène. C'est exceptionnel. Hein, d'avoir quelqu'un où c'est... où c'est... Tu me vois quelque chose, hein? Ça donne, moi. D'accord? En principe, c'est... Toujours, je prends. D'accord? Voilà, c'est pas souvent comme ça. C'est pas inconfortable. Et du coup, on peut conseiller en mobilisation
Oui, oui, oui. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire comme ça, hein. Beaucoup. Moi, ce que je dis, c'est votre rôle à vous, en tant que kiné, c'est appareiller, s'il faut. Avec on va faire l'appareil avec la VD. On a le temps. Voilà. Appareiller s'il faut. Et surveiller tout. D'accord? Vous les prenez aussi, parce que si vous ne les prenez pas, ils vont... Donc voilà, vous l'avez là. De toute façon, vous l'avez ça. Bon, d'accord? Donc vous voyez ici en bas l'appréhension. Ah oui, le piège. Il y en a des fois qui disent que c'est en fait... Vous voyez ici. Voilà. Si, mais je l'ai déjà expliqué ça. Ici, là, c'est un radial, d'accord? Il est comme ça. Quand il est comme ça, les bandelettes latérales, les MEP sont serrées, sont tendues, et on ne peut pas écarter les doigts. Donc il faut faire attention. Quand vous testez vos interosseux, parce que là, les interosseux sont normaux, il faut le mettre à plat, et là, vous verrez qu'il écarte, il rapproche très bien les doigts, donc il n'a pas de paralysie pulmonaire associée. C'est ce que c'est, voilà. D'accord? Là, vous voyez ici, il étend, voilà, je tiens CMP, il étend les pipes. Et si je veux qu'il écarte, qu'il rapproche les doigts, je le mets à plat, il écartera, il rapprochera les doigts. D'accord? C'est un problème de mécanique. Voilà. Alors, vous savez, moi j'ai vu beaucoup d'appareillages passer, beaucoup, qui voulaient tout compenser. Donc il y a eu des attelles de rappel dynamique d'extension. Là, vous en voyez une ici avec des... alors ça peut être ici, avec des élastiques, avec une potence. Et là, c'était une américaine, c'est ce qu'on appelle Judy Colbitz. C'est une attelle de Ténodès. Vous voyez ici, quand il plie les MP, et bien, c'est la tension des fils élastiques qui fait revenir les doigts en extension. D'accord? Et puis, mais alors ça, je vous rappelle que c'est surtout des attelles de fonction et d'utilisation. Est-ce que vous pensez que quelque chose, avec un truc dorsal comme ça ici, quelque chose ici, avec un rappel d'extension dessus, est-ce que vous croyez que c'est très fonctionnel, ça s'approche partout? Mais c'est encore ce qui est prévu des fois, hein. On fait des rappels d'extension, avec des lames, avec des trucs comme ça. Bon. Moi, je ne sais pas combien j'ai vu d'appareillage. J'en ai vu beaucoup. Tout le monde invente plus ou moins son appareillage. Bon, l'MP-stop, il n'y en a qu'une. Hein. Le modèle, c'est toujours MP-stop. Il n'y a pas un rappel de ci, un rappel de là, etc. Non. Quand il y a une raideur, oui, mais là, c'est pas pareil. C'est que c'est pas souple et qu'il faut faire quelque chose de supplémentaire pour gagner une raideur. Mais là, voilà. Et en fait, le plus simple, oui, on est même arrivé ici. On avait fait, ça c'était transparent, c'était joli comme tout. Avec ici un petit rappel dynamique uniquement sur le poignet. Mais c'est pas utile. Un simple truc comme ça, où on va dans le commerce, il en existe en néoprène, d'accord? Un simple maintien du poignet souvent suffit pour donner la fonction. Et le reste, eh ben, il faut l'assouplir, le travailler. À l'époque, c'était aussi, comment elle s'appelle celle-là? Je crois qu'elle existe toujours, elle était avec des tiges en ferraille. Parce que dans le temps, l'appareillage, il n'y avait pas ce thermomaillages à basse température. Et donc tout était fait en métal. Métal, feutre et cuir. Et donc c'était fait par un appareilleur qui savait le faire. Mais c'est pas si vieux que ça, hein. C'est pas 100 ans en arrière, hein. C'est pas si vieux que ça. Voilà, je crois que c'est fini pour le radial. Voilà, pardon. Bon, je crois que ça suffit pour aujourd'hui, hein. Donc, vendredi, il y a un cours, je ne sais plus à quelle heure il est, à 1h, non? Comment? Demain? Jeudi, c'est... Demain, il y a un cours à 1h? À quelle heure? Ah, à 3h, oui, d'accord. Non, ça m'a, parce que j'avais prévu des trucs.
Bon, donc pensez demain à 3 heures, si vous avez des questions à poser, X ou Y ou autre, pour... ou même si vous voulez qu'on parle de quelque chose de spécial, il n'y a pas de problème. Hein. Ceux qui cherchent, ce qui aiment bien aller chercher dans les bouquins, vous avez beaucoup trouvé de protocoles de rééducation dans les lésions nerveuses périphériques, à part l'appareillage. À part l'appareillage. Vous n'avez rien trouvé. Non, mais il n'y a pas grand-chose. Hein. Mais quelle heure il est, là? Oh, ça suffit. Hein. Surtout qu'on n'a pas fait... Alors... Bébé. Non, c'est pas des QCM. En principe, c'est des trucs... voilà, soit c'est un cas de particulier, soit c'est... C'est quoi ça? C'est pour les apprentis. Mais c'est K4, c'est pas vous. Mais non, c'est pas vous ça. Ah, c'est pas vous alors. C'est les K4, c'est qu'il a oublié. Pourquoi les apprentis? Qu'est-ce que c'est les apprentis? Tous les jours. 4 fois par jour. Les apprentis? Pour montrer qu'ils vont en cours. Pour? Montrer qu'ils vont en cours. Mais qu'est-ce qu'il y a de différence entre les apprentis et les autres? Bah, c'est là où ils travaillent qui paye la scolarité. Ah, c'est comme celui qui veut faire le mémoire avec moi. Mais alors, il s'est trompé parce qu'il a mis K4. Alors, c'est pas vous ça par hasard? Qui s'est pas trompé? C'est pas vous, non? Il s'est trompé alors. D'accord, et vous êtes apprenti où, vous? Non, elle n'est pas apprentie. C'est moi au centre Maguelone. À Maguelone? Non, mais... Je vous avais pas vu. Ah, si, il est par terre. Non, c'est intéressant, non? Moi, je sais que mon prof est intéressant dans la région. Mais là, c'est très orienté à l'éducation maintenant. Hein. Ah, bah ça, c'est sûr. Bon, je vais lui ramener ça. Et là, vous avez un cours après, vous aussi. Des trucs mnémotechniques quand vous avez les trucs.
chacun sa façon. Hein. Après, il y en a qui préfèrent le milieu c'est ça, nanana, le lumière c'est ça, nanana. Et l'exercice, c'est quel type de question? C'est très général, vous allez vraiment cibler une fonction par rapport à un nerf qui est déficitaire. Vous me dites par exemple que ce patient est paralysé de tel nerf, on doit tout raconter ou comment ça se passe? Non, moi c'est plutôt de la logique, quoi, de l'analyse et de la logique. En principe, quand je les faisais l'an dernier, c'était, je peux ou poser un sujet ou alors poser 2 ou 3 petits sujets en disant qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là. Comme ce qu'on fait le cours, pareil. Hein. Qu'est-ce que je fais? Je me dis qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, qu'est-ce que vous faites? Comme si vous étiez kiné demain, qu'est-ce que vous faites? Vous avez un malade qui a, je ne sais pas moi, un radial, qu'est-ce que vous faites pour ce monsieur qui a un radial? Je sais pas qui a un radial, qu'est-ce que vous faites pour lui? Et surtout, vous ne laissez pas très bien sa paralysie radiale s'il n'est pas suivi. Vous savez, ça surprend, hein? Je peux vous dire que quand vous avez un autre syndrome qui vous arrive, qui est depuis 18 mois avec une lésion des nerfs axillaires, et que vous savez que son pronostic de récupération aujourd'hui est net, il aurait été excellent à 16 ans, on aurait fait une robotisation du triceps, il aurait récupéré un deltoïde à 4 facilement. Donc là, il aura peut-être une fois, mais c'est pas sûr. Et là, c'est ça. C'est dommage. Mais c'est vrai que pour votre situation à vous, en tant que thérapeute, à qui vous... C'est ça le problème. Hein, vous allez, comme je dis, le chirurgien de, je ne sais pas moi, on va dire $, sur relativement quoi. C'est un hôpital qui a vu quelqu'un en urgence, d'accord, et qui, bon, ça va récupérer, de toute façon, c'est pas grave, il embauche le kiné, en disant que le kiné va faire tout ce que c'est, après, vous comprenez? Il va faire. Mais c'est pas une critique, on peut pas demander. Vous pensez qu'à la théorie, vous avez le professeur Chameul qui s'occupe du monde supérieur, et vous avez le professeur Chameul qui s'occupe du monde inférieur en orthopédie, et qui sont séparés. D'accord? Donc ça justifie une spécialisation. Et vous allez à Diane, comme vous direz, les Darieux, il fait de la chirurgie générale. Si je pouvais éviter de nous rencontrer à Darieux, moi qui habite à côté de Darieux, et comme je dis, si j'ai un accident à côté de Darieux, je ne peux pas donner mon avis et que c'est les pompiers qui m'amènent, ils me laissent pas choisir. Hein. Non, mais après, attendez, je vais pas tellement chez le monde que alors, si mon cerveau est là, si mon cerveau est là, vous n'écoutez pas, même quand c'est normal, que je choisis qui je vais voir, et bien quand même je discute, je réfléchis, machin. Après, si on ne connaît pas le monde, il y a quand même une paire de choses, ça revient toujours. Mais c'est pareil, attendez, c'est pareil, vous faites faire des travaux chez vous. Vous faites isoler votre rocon d'un euro. D'accord? Je souffle un truc, je sais plus ce que c'est la loi du cellulose, sur ce que vous l'avez avant. Ce qui fait que sur le plan thermodynamique et sur le plan d'isolation et tout ça, vous allez souffler du coton sur quelque chose qui est et vous enfermez votre moitié dessous. Et je regarde pas le prix. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont moins cher. Mais c'est pas parce que c'est le moins cher, souvent c'est pas le meilleur. C'est pas la meilleure affaire. Ouais. Le moins cher, c'est. Moi je vois, bon, je connais des gens qui ont pu faire des trucs, qui ont choisi le moins cher, moi j'ai pas choisi le moins cher. Bon. Voilà. Je pense que c'est pas tout à fait pareil, comme si on était avant, choisissant le plus cher, et choisissant celui qui avait la réputation. Après, bon.
cas, si jamais je vous pose une question, c'est toujours, je vous fais un cours, comment je vous le fais le cours? En analysant les choses. D'accord? Donc toujours, si je vous pose une question, vous prenez au moins 5 minutes pour réfléchir. D'accord? Voilà. Il vaut mieux prendre le temps de réfléchir et peut-être remplir moins de choses, mais les mettre des bonnes choses que de vouloir mettre n'importe quoi. Parce que quand je corrige quelque chose et que c'est n'importe quoi, eh bien, pensez que vous êtes, je ne sais pas combien, 90, un truc comme ça. Donc, vous savez, c'est là et puis ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Ça m'énerve. Je fais le tour de la maison pour me calmer. Hein. D'accord? Vous avez déjà fait un sujet là? Comment? Vous avez un sujet pour les partiels? Je ne peux pas vous le dire. Même si je l'avais fait, même si je le faisais, je ne peux pas vous le dire, je n'ai pas le droit. Comme si, on fait comme si. Je me ferai, je ne peux pas dire comme si ou comme si ou comme ni, etc. Vous me posez des questions, je réponds aux questions auxquelles je peux répondre. D'accord? Oui, il faut toujours lui demander un carnet. Il reste 2 semaines, ça part. Ouais, mais dans notre cas, en UEA, il y a beaucoup J'ai regardé la titulaire des marques. Ça va être une analyse, ça va prendre le temps. On n'aura pas le temps. Non, mais ça dépend. Oui, j'ai repris tranquillement.
Qu'est-ce que t'as le secrétariat en bas, c'est ça? Oui, pour savoir si je ramène le papier ou pas. À moins que ce soit écrit là-dessus, attendez. Voilà, ce numéro-là. 04 99 Attendez. Donc 04 99 23 23 01. Moi, ça m'est allé. Ça, oui, après, je l'ai classé dans C'est pas le bon. C'est le fax. Bon, je attends jusqu'à 2 heures. Bon. Bon. C'est ça, j'ai pas le... Oui, c'est ça. Ah, mais c'est vous que j'appelais là, ça va? Oui. Parce que vous avez laissé ça là. Ah oui, c'est à moi. Et ça correspond pas à ceux qui Non, étaient parce là. que ils C'était étaient les là. K3. Ouais, ils étaient là. Ils étaient déjà. Ils avaient cours ce matin à l'école. Voilà, non, mais voilà, je voulais vous le rapporter, mais j'allais appeler l'école pour savoir si je vous le ramenais ou pas. Bon, c'est bon. Bon, ben on attend le suivant. Et vous revenez chaque fois? Oui, moi je suis pas loin. Enfin, vous êtes là-bas. Je suis au premier. Vous êtes au premier. Ouais. Ah, vous restez ici maintenant? Ouais. Tout le temps? Presque tout le temps. Vous n'êtes plus à l'école? Si, j'y vais ce soir, après 5 heures. Ah d'accord. Au premier. Le premier. Non, mais si jamais je le cherche, c'est le... Non, mais je veux pas comme coup en fait.
Ouais, grave, c'était bon. Ouais, mais ça qui c'est très bien aussi. Il arrivait souvent à moi et je le voyais, ils sont tous comme ça. Ah ouais, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est une expo 2000, je pense. Non, après, je vais pas tarder, je rentre chez moi. Non, je vais au revoir, je vais le temps de déculer. Tu peux voir les temps c'est tout, ouais, le Attends, je peux te dire. Moi aussi, je veux savoir. Mais t'étais où? La personne qui On peut brancher un câble HDMI? Oui, c'est possible. Ah, ça c'est bien ça. Et là, j'avoue que je fais un cours modulé. Ouais, vous allez faire quoi, la course sur les moves? Ouais, je vais pas. Parti quoi. Ouais, l'iMove en tant que tel, c'est. Vous pouvez pas faire 2 heures que sur ça? Non. Non, non, je peux pas faire 2 heures que sur ça. Bonjour. Alors. Tac. Alors, allons-y. Je vais juste. Alors. Le bureau, c'est pas ça.